Voici l'histoire de deux reines. L'une est immensément célèbre, l'autre est pratiquement tombée dans l'oubli. La grande Cléopâtre, Cléopâtre VII, et sa fille, Cléopâtre Sélénée, fruit des amours de sa mère avec Marc-Antoine. Porter les enfants de Marc-Antoine lui a permis de renforcer considérablement les liens qui l'unissaient à elle. La fille de Cléopâtre est destinée à régner sur l'Égypte. Mais après le suicide de sa mère et de Marc-Antoine, Octavien l'emmène à Rome. Son avenir paraît alors bien incertain. Cléopâtre Sélénée avait compris qu'il fallait être en bon terme avec Octavien et suivre la voie qu'il avait tracée pour elle avant de pouvoir mener à bien ses propres projets. Ingénieuse et déterminée, elle va bâtir un nouveau royaume et s'efforcer de restaurer la gloire de sa famille. Il est clair que si Cléopâtre Sélénée en avait eu l'occasion, elle aurait repris le trône d'Égypte. Voici l'histoire inédite d'une princesse qui a surmonté tous les obstacles pour devenir l'une des plus grandes reines de l'Antiquité. Alexandrie, en Égypte. Il y a plus de 2000 ans, c'est ici que s'est joué un drame épique, l'une des passions amoureuses les plus romanesques de l'histoire. Nous sommes en 48 avant notre ère. Cléopâtre VII a perdu le trône d'Égypte. Après la mort de son père, elle a régné pendant 3 ans aux côtés de son frère cadet, Ptolémée XIII. Mais ce dernier, jaloux du pouvoir et de la popularité de sa sœur, finit par l'évincer. Et voici que se présente l'occasion de revenir au pouvoir. Le plus puissant des généraux romains vient d'arriver à Alexandrie, Jules César. Cléopâtre est trop intelligente et ambitieuse pour laisser passer sa chance. D'autant que grâce à lui, elle peut également espérer gagner en influence face à Rome. Quand César rencontre Cléopâtre, il est quasiment au sommet de sa carrière. Au moment de son séjour en Égypte, il est en train de devenir le maître incontesté du monde romain. Jules César a poursuivi son grand rival Pompée jusqu'en Égypte. C'est ainsi qu'il débarque peu après lui dans le port d'Alexandrie. Ptolémée XIII croit lui complaire en faisant assassiner Pompée. Il ne fait que déclencher la colère de César. Cléopâtre sait que pour retrouver le trône d'Égypte, elle doit s'attirer les bonnes grâces du puissant général romain. Si on en croit les sources antiques, elle échafaude alors un plan audacieux. Elle demande à son ami Apollodore et à un serviteur de l'enrouler dans un tapis ou un sac de toile, selon les versions. Ce stratagème insolite, voire burlesque, va changer la face de l'histoire. Dans son grand ouvrage « Les vies parallèles », Plutarque nous relate la vie de César. Et il écrit « Cléopâtre se glisse et s'étend de tout son long dans un sac à matelas qu'Apollodore lie avec une courroie. Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât qui captiva César. » César est à l'apogée de sa puissance. Il noue une idylle avec Cléopâtre, mais cette histoire a beaucoup plus d'importance pour elle que pour lui. La principale préoccupation de Cléopâtre est la survie de son royaume. Il lui faut donc des héritiers. Alors pourquoi ne pas séduire le plus puissant des Romains? Cléopâtre persuade César de la rétablir sur le trône d'Égypte, et ils deviennent amants.
C'est l'un des romans d'amour les plus célèbres de l'Antiquité. Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre, a perdu la première manche. Il compte vaincre l'armée romaine pour régner seul sur l'Égypte. Mais César sort victorieux de l'affrontement. Et après une ultime bataille dans le delta du Nil, Ptolémée XIII se noie dans le fleuve. Cléopâtre est désormais seule à la tête de l'Égypte. Un an plus tard, en 46 avant notre ère, elle donne naissance à un fils auquel elle donne le nom dynastique de Ptolémée et surtout le nom de Césarion, Petit César. La filiation de Césarion a très tôt fait l'objet de débats. Le fait que César a autorisé Cléopâtre à nommer son fils Ptolémée César et n'a pas fait d'objection est un indice fort quant à sa paternité. Et il semble qu'à l'époque, aucun de ses contemporains n'en a douté. Ici, sur un mur du temple d'Hathor, au nord de Luxor, la reine se fait représenter avec Césarion dans un relief monumental. Aux côtés de sa mère, Césarion fait une offrande à la déesse tutélaire du temple. Cléopâtre est figurée en tant que mère du pharaon. Le message est clair. Césarion sera le prochain roi d'Égypte. La naissance de Césarion renforce aussi la position de Cléopâtre. La tradition exige que l'Égypte ait à la fois un roi et une reine, mais elle permet aussi aux mères d'assurer la régence durant l'enfance de leur fils. Son frère étant mort, Cléopâtre est désormais souveraine légitime d'Égypte. Et peut-être a-t-elle même de plus hautes ambitions. Elle rejoint bientôt César à Rome. Il l'accueille avec sa cour dans une somptueuse villa. Cléopâtre fascine la ville. Mais sa présence fait aussi scandale. C'était comme si l'exotisme de l'Orient avait soudain débarqué à Rome. Je crois que c'est ainsi que les Romains l'ont perçu, même si son séjour avait tout d'une visite officielle. Elle est apparue à plusieurs reprises en public avec Jules César, alors même qu'il était marié. J'imagine que les spéculations allaient bon train sur la nature de leur relation. Car cette relation pourrait avoir des conséquences politiques considérables. César est marié. Il a eu une fille, mais Césarion semble être son seul fils connu. Cléopâtre s'est dépensée sans compter pour faire reconnaître son fils Césarion comme l'héritier de Jules César. On ne sait pas si elle envisageait qu'il règne aussi bien sur Rome que sur l'Égypte. Mais cette possibilité effrayait la République romaine. À l'époque, Rome n'a plus de république que le nom. En réalité, César règne en maître absolu sur la ville et son vaste empire. S'il devient dictateur à vie, Césarion pourrait lui succéder. César n'avait alors pas d'autres véritables héritiers. Si Césarion était reconnu comme son fils légitime, il pouvait prétendre à un immense pouvoir à Rome. Mais au cours du long séjour de Cléopâtre à Rome, un événement va changer le cours des choses. César est assassiné. Sa mort plonge la ville dans la tourmente. Cléopâtre a perdu son puissant allié. Elle est en danger, ainsi que Césarion qui représente une menace pour tous les prétendants au pouvoir. Elle a besoin d'un nouveau protecteur. Elle va le trouver en Marc-Antoine. Ce consul, militaire accompli, était l'un des plus fidèles généraux de César. Il veut venger l'assassinat de son chef, mais il est aussi désireux de lui succéder à la tête de Rome.
Après l'assassinat de César, Marc-Antoine est persuadé qu'il va occuper la place vacante et devenir le premier des Romains. Mais le testament de César est lu en public, et le principal bénéficiaire est un petit-neveu encore relativement obscur, Caius Octavius, qui va devenir Octavien. Octavien est donc l'héritier officiel de César. Pour Marc-Antoine, c'est une mauvaise surprise. Mais face à la menace des opposants à César, l'heure est d'abord à l'entente. À contre-cœur, Octavien et Marc-Antoine s'entendent pour vaincre les assassins de César. Ils se partagent l'empire de Rome, l'Orient pour Marc-Antoine et les provinces occidentales pour Octavien. Marc-Antoine veut consolider son pouvoir sur les territoires d'Orient. Il convoque Cléopâtre pour s'assurer de sa loyauté à l'égard de Rome. Marc-Antoine s'intéresse à Cléopâtre pour les mêmes raisons que César. C'est une reine très puissante, très riche. Et les ressources de l'Égypte sont un élément clé pour les campagnes militaires de Rome. Marc-Antoine reprend donc les choses là où César les avait laissées. Cléopâtre sait qu'une alliance avec Marc-Antoine peut assurer son avenir et celui de ses enfants. Lors de leur rencontre, Cléopâtre fait tout pour l'impressionner et pour se rendre agréable à ses yeux. Il semble que leur relation ait rapidement pris un tour plus intime. Et là encore, Marc-Antoine a suivi les traces de César. Cette alliance amoureuse et politique est demeurée célèbre. Marc-Antoine rejoint Cléopâtre à Alexandrie. Le plan de la reine d'Égypte semble avoir réussi. Mais quelques mois plus tard, Marc-Antoine retourne à Rome. Et pour sceller son alliance de circonstance avec Octavien, il épouse sa sœur, Octavie. Ce mariage paraît réduire à néant les efforts de Cléopâtre. Il n'en est rien. Son principal objectif était de sauver le royaume ptolémaïque. C'était le but qu'elle s'était fixé. Porter les enfants de Marc-Antoine lui a permis de renforcer considérablement les liens qui l'unissaient à elle. Cléopâtre met au monde des jumeaux, un garçon et une fille, qu'elle appelle Alexandre et Cléopâtre. Tout le monde sait que Marc-Antoine est le père des jumeaux, mais il doit rester prudent. Une alliance explicite avec Cléopâtre pourrait amener un conflit avec Octavien et causer sa perte, voire sa mort. Marc-Antoine n'a pas reconnu tout de suite les jumeaux. Il ne l'a fait que 3 ans plus tard, lorsqu'elle lui a rendu visite. C'était au moment d'une éclipse solaire. Dans la Rome antique, les éclipses sont associées à des événements décisifs. Et celles-ci ne dérogent pas à la règle. En 1918, les fouilles du temple de Dendera ont livré une statue extraordinaire. Ce double portrait d'1,50 m représente 2 jeunes enfants enroulés dans les anneaux de 2 serpents. Il s'agirait des jumeaux issus des amours de Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils sont auréolés de puissants symboles. Le garçon porte le disque solaire et la fille la lune. Les 2 cobras enroulés autour de leurs jambes renforcent encore le lien avec la lune et le soleil. Et ils offrent leur protection aux 2 jeunes enfants. 2 enfants présentés comme des symboles du soleil et de la lune.
On sait que les éclipses solaires étaient considérées comme des signes divins. Cette statue a pu être érigée pour commémorer le fait que Marc-Antoine ait reconnu les jumeaux de Cléopâtre comme les siens. La force symbolique de l'éclipse a convaincu Marc-Antoine. Il donne même de nouveaux noms aux enfants qui s'ajoutent à ceux qui ont déjà été choisis. Pour le garçon, ce sera Hélios, le dieu grec du soleil. Et pour la fille, Sélénée, le nom de la déesse de la lune. Hélios et Sélénée sont des divinités du panthéon grec et romain. Dans l'Antiquité, ce sont des noms qui évoquent le couple indissociable du soleil et de la lune. Les peuples grecs et romains devaient donc associer les jumeaux à des dieux, ce qui convenait aux ambitions de Cléopâtre pour sa dynastie. Marc-Antoine et Cléopâtre sont désormais unis par les liens du sang. Et les immenses ressources de l'Égypte peuvent permettre au triumvir de réaliser ses ambitions, devenir le seul maître de Rome. En 36 avant Jésus-Christ, il quitte Octavie et rejoint Cléopâtre en Égypte. Ils ont un troisième enfant, un garçon, auquel il donne le nom de Ptolémée Philadelphe. Les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine semblent promis à un brillant avenir. Césarion est déjà roi d'Égypte, sous la tutelle de sa mère. Cléopâtre Sélénée pourrait lui succéder un jour. Et si Marc-Antoine devient maître de Rome, son empire sera lui aussi aux mains de la famille. Cléopâtre devait imaginer qu'à l'avenir, ses enfants régneraient sur l'Égypte et que le fils de Marc-Antoine serait maître de Rome, ou occuperait en tout cas une position de pouvoir là-bas. Cléopâtre les prépare donc avec soin à leur futur rôle. Cléopâtre Sélénée était d'une grande intelligence. Elle était très instruite et recevait une éducation à la fois théorique et pratique, comme il sied à une future reine. À présent que leur alliance est consolidée, Cléopâtre et Marc-Antoine sont décidés à étendre leur pouvoir. Et la reine d'Égypte dispose de ressources suffisantes pour financer les guerres de Marc-Antoine. En 34 avant notre ère, Marc-Antoine soumet l'Arménie. La même année, le couple transmet à ses enfants des territoires qui appartiennent théoriquement à la République romaine. En vertu de ces donations d'Alexandrie, comme on appelle cet accord, Cléopâtre Sélénée devient reine de la Cyrénaïque, une partie de la Libye actuelle. Mais elle ne montera jamais sur son trône, car le règne de ses parents est sur le point de se terminer. À Rome, cette amputation du territoire de la République est extrêmement mal vécue. Les donations d'Alexandrie ont complètement détruit la réputation de Marc-Antoine. Pour Octavien, c'est l'occasion rêvée d'accuser son rival de vouloir être roi, de vouloir faire revenir Rome à l'époque pré-républicaine. Et Octavien veut agir vite, car l'Égypte gagne en puissance. Marc-Antoine décide de divorcer officiellement d'Octavie. Octavien enrage de voir sa sœur répudiée, et une autre décision de Marc-Antoine envenime encore leur relation. Marc-Antoine accorde à Césarion le titre insigne de roi des rois. C'est une provocation à l'égard d'Octavien, censé être l'héritier de César. Entre les deux alliés, la crise est patente. Désormais, rien ne semble pouvoir enrayer la guerre civile qui s'annonce. Mais Marc-Antoine dispose encore de nombreux soutiens à Rome. Octavien ne peut l'attaquer sans prétexte solide. Et il va en trouver un. Marc-Antoine a fait un testament qu'il a déposé dans le temple de Vesta.
C'est là que brûle le feu éternel de Rome, entretenu par les Vestales, les prêtresses consacrées à la déesse. Elles sont les seules à pouvoir pénétrer dans le sanctuaire. Mais Octavien transgresse cette règle inviolable. Il s'empare du testament et révèle son contenu. Le testament d'Antoine est un terrible affront pour Rome et pour Octavien. Il dit que Césarion est l'héritier légitime de César, ce qui compromet la place d'Octavien. Il dit aussi qu'Antoine va léguer d'immenses territoires romains aux enfants qu'il a eus avec Cléopâtre. Et plus grave encore, il dit qu'il ne veut pas être enterré à Rome, mais à Alexandrie, avec Cléopâtre et les Ptolémées. Marc-Antoine semble vouloir faire d'Alexandrie la nouvelle capitale du monde romain. Il n'en faut pas plus pour monter tout Rome contre lui. Au début de l'an 32 avant Jésus-Christ, Octavien persuade le Sénat de partir en guerre. Octavien ne peut déclarer la guerre à Marc-Antoine, qui est un Romain. Alors, il s'en prend à Cléopâtre, qui est à la fois une étrangère, une reine et une femme. Autant de bonnes raisons de lui faire la guerre. Marc-Antoine et Cléopâtre rencontrent la flotte d'Octavien au large d'Actium, sur la côte occidentale de la Grèce. La bataille d'Actium se présente mal pour Marc-Antoine. La veille de l'affrontement, l'un de ses généraux passe du côté d'Octavien et lui révèle tous ses plans. Le lendemain, quand Marc-Antoine veut lancer ses lourds navires sur l'ennemi, Octavien recule et condamne les troupes rivales à épuiser leurs forces. Bientôt, tout semble perdu pour Marc-Antoine et Cléopâtre. Elle s'enfuit avec quelques navires, et son amant fait de même peu de temps après. Ils se retrouvent dans leur capitale d'Alexandrie. Octavien les pourchasse jusqu'en Égypte. Marc-Antoine lui oppose une dernière résistance sur ses rives. On lui annonce alors la mort de Cléopâtre. Terrassé par la nouvelle, il perd goût au combat et à la vie. Il se frappe de sa propre épée. La blessure est fatale. Et il apprend trop tard que Cléopâtre est toujours vivante. Cette chaîne d'événements tragiques n'a cessé de fasciner les siècles qui ont suivi. L'histoire a été immortalisée sous de multiples formes et romancée à l'envi. On voit ici le fringant généralissime mourir dans les bras de sa reine bien-aimée. Octavien s'imagine alors défiler à Rome en exhibant Cléopâtre, la reine vaincue. Ce serait son ultime triomphe. Mais elle ne peut accepter ce déshonneur et se donne la mort à son tour. La plus grande reine de l'Antiquité n'est plus. Cléopâtre a été bien plus que l'amante de Marc-Antoine et de Jules César. Elle a largement contribué à l'histoire prémoderne des femmes. Si l'histoire a conservé sa mémoire, c'est surtout pour sa grande intelligence et l'acuité de son sens politique. La mort de Cléopâtre signe la fin de l'Égypte indépendante. Après plus de 3000 ans d'histoire, la vénérable terre d'Égypte devient une province romaine. Pour Octavien, la progéniture de Cléopâtre représente une menace. Et Césarion plus encore que ses autres enfants. Octavien a tout intérêt à rester le seul héritier de César. Selon lui, 2 Césars, c'est un de trop. Alors il fait assassiner Césarion. De la fratrie, il ne reste donc que Cléopâtre Sélénée, Alexandre Hélios et Ptolémée Philadelphe. Octavien emmène les orphelins à Rome. Leur vie ne semble tenir qu'à un fil. Va-t-on aussi se débarrasser d'eux? Pas encore. Les enfants de Marc-Antoine et de Cléopâtre, les ennemis vaincus, seront le clou du défilé triomphal d'Octavien dans Rome.
Pour un général romain, le triomphe représentait l'apogée de sa carrière militaire. Il était récompensé pour avoir conquis des territoires étrangers. À son retour de ces terres lointaines, il paradait à travers la ville avec ses troupes, en exhibant ses prisonniers et son butin. Octavien place Cléopâtre Sélénée et Alexandre Hélios devant son char. Ils doivent défiler à pied, sous les acclamations d'une foule en délire. Une expérience traumatisante. L'un des éléments phares du triomphe romain était de faire défiler les chefs des peuples conquis. Ils étaient souvent couverts de chaînes en or ou en argent. Les enfants ont, semble-t-il, été déguisés. Alexandre Hélios en soleil et Cléopâtre Sélénée en lune, pour que les spectateurs puissent les identifier. Les jumeaux paraissaient condamnés, mais les événements prennent alors une tournure inattendue. Apparemment, les chaînes sont si lourdes que les enfants n'arrivent même pas à bouger. Ce détail bouleversant leur attire la sympathie de la foule. On peut imaginer que c'est ce qui a empêché Octavien de les supprimer. Mais il faut savoir que, par le passé, il avait déjà accueilli des enfants de ses ennemis dans sa maison. C'était une manière de rétablir la paix. Octavien décide d'offrir aux enfants de Cléopâtre une nouvelle vie à Rome. Il demande à sa sœur Octavie d'être leur tutrice. La voici désormais contrainte d'élever les enfants de sa rivale, la maîtresse de son époux Marc-Antoine. Elle n'a aucune raison de les chérir. C'est à peu près à cette époque qu'on perd la trace d'Alexandre Hélios et de Ptolémée Philadelphe. Octavien a peut-être fait exécuter Alexandre Hélios, mais il est bien plus probable qu'il est tout simplement mort de maladie. Les gens qui venaient à Rome à cette époque attrapaient souvent la malaria. Ils n'étaient pas immunisés comme l'étaient les Romains qui avaient grandi dans la ville. Cléopâtre Sélénée est désormais la dernière représentante de la dynastie ptolémaïque. Et elle se trouve à la merci de l'ennemi de sa mère. Mais contre toute attente, Octavie ne lui garde aucune rancune. Octavie est une femme très intéressante. Les sources de l'époque s'accordent sur sa distinction et sur sa droiture. Elle prend le plus grand soin de Cléopâtre Sélénée. Elle vivait sous le toit d'Octavie, dans une luxueuse villa romaine. Et tout laisse à penser qu'elle était traitée comme un membre de l'élite romaine. Cléopâtre Sélénée fait maintenant partie d'une grande famille élargie. Les enfants d'Octavie et ceux qu'elle a adoptés deviennent frères et sœurs. Parmi eux se trouve un jeune prince d'Afrique du Nord du nom de Juba. C'est le fils du roi de Numidie, vaincu par Jules César. Après la mort de son père, César a emmené le garçon à Rome. César savait que c'était une personne importante et qu'il fallait en prendre soin. Il a donc été élevé dans la maison d'Octavie. Cléopâtre Sélénée et Juba font donc connaissance chez Octavie. Ils s'aperçoivent bientôt qu'ils partagent beaucoup de choses. Tous deux sont les enfants de rois vaincus par Rome et qui se sont suicidés. Et tous deux ont grandi sous le toit de ceux qui ont pris leur maison et leur famille. Ils ont certainement discuté de leur situation respective et leur expérience commune les a rapprochés l'un de l'autre. Chacun d'eux comprenait mieux que personne les épreuves que l'autre avait traversées. Ils deviennent amis et bientôt, ils seront unis par d'autres liens. Il est possible qu'Octavien et Octavie aient remarqué leur attachement.
Quoi qu'il en soit, lorsque le temps vient pour Cléopâtre Séléné de se marier, ils lui choisissent Juba comme époux. Ce mariage marque le passage de Cléopâtre Séléné à la vie de femme. Le mariage de Cléopâtre Séléné et Juba est arrangé. On peut imaginer que sous le toit d'Octavie, les deux jeunes gens ont eu les mêmes lectures, qu'ils ont étudiées côte à côte. Il s'est peut-être ainsi créé entre eux une communauté de vues, une authentique attraction d'ordre intellectuel. Selon le rite romain, elle est vêtue d'une simple tunique blanche, la tête couverte d'un voile couleur flamme, symbole du foyer romain. Toute la symbolique qui entoure la cérémonie doit assurer la fidélité des époux et la solidité de leur union. Ce mariage est une nouvelle étape dans la vie de Cléopâtre Séléné. Elle peut se féliciter du chemin parcouru. Il y a quelques années, on l'avait traînée, enchaînée à travers Rome. Aujourd'hui, c'est la protégée d'une grande famille patricienne qui épouse le fils d'un roi d'Afrique. Et la jeune femme n'entend pas s'arrêter là. Depuis sa victoire contre Cléopâtre et Marc-Antoine, Octavien a encore gagné en puissance. Il porte désormais le titre d'Auguste, qui illustre son caractère sacré. Et il va bientôt devenir le premier empereur de Rome. Mais il doit d'abord décider du sort des deux jeunes mariés. Dans la tradition romaine, la matrone d'honneur mène la cérémonie et réunit les mains des époux. Rien n'indique que Cléopâtre Séléné et Juba nourrissent une quelconque hostilité à l'égard de Rome, mais Auguste les suit d'un œil attentif. À Rome, ils étaient pour lui des rivaux potentiels. Les deux jeunes gens étaient sans doute proches d'Auguste, mais il était très désireux de les expédier ailleurs. Auguste doit renforcer la mainmise de Rome sur le monde connu. Mais dans le royaume de Maurétanie, en Afrique du Nord, sa domination est fragile. La guerre civile vient juste de se terminer et l'anarchie menace le pays. Auguste veut y placer des souverains loyaux à Rome. Juba et Cléopâtre Séléné sont les candidats idéaux pour cette mission. Ce choix s'imposait de lui-même. Renvoyer Juba et Cléopâtre Séléné en Afrique. On pourrait presque dire dans leur patrie, même s'il s'agissait d'une autre région d'Afrique. Cléopâtre Séléné est enchantée de retrouver son rang royal, même s'il s'agit du trône de Maurétanie et non d'Égypte. Il est clair que si Cléopâtre Séléné en avait eu l'occasion, elle aurait repris le trône d'Égypte. C'était un pays majeur de la Méditerranée orientale, un territoire riche et puissant. Et par sa naissance, elle en était la souveraine légitime. Elle pouvait revendiquer bien plus que la Maurétanie. Et elle en rêvait sûrement. Mais pour l'heure, elle se contente de se soumettre aux volontés d'Auguste. Cléopâtre Séléné avait compris que si elle voulait avoir une chance de retrouver son prestige et son rang, il fallait être en bon terme avec Octavien. Elle devait suivre la voie qu'il avait tracée pour elle, avant de pouvoir mener à bien ses propres projets. La Maurétanie est alors une contrée sauvage, à 1000 lieues des sites urbains raffinés de Rome ou d'Alexandrie. Mais c'est malgré tout un royaume. Et Cléopâtre Séléné en est désormais la souveraine. La capitale de Maurétanie se nomme Césarée. La ville, située dans l'Algérie actuelle, porte aujourd'hui le nom de Cherchell. À l'arrivée des nouveaux souverains, la cité est sur le déclin. Mais ils vont bientôt en faire une prestigieuse résidence royale. Cléopâtre Séléné veut rebâtir ici quelque chose qui lui rappelle l'Égypte.
Césarée a beaucoup de points communs avec Alexandrie. Sa topographie ressemble à celle de la capitale égyptienne. Elle se trouve sur la côte méditerranéenne, en face de Rome et non loin d'elle. Et il y a même une petite île où on va ériger un phare. La ville présente des innovations architecturales, tout comme Alexandrie. Mais elle a un pied dans chaque monde, car certains de ces monuments remarquables viennent d'Italie, comme le théâtre de style romain. Cléopâtre Sélénée et Juba veulent faire de Césarée une nouvelle Alexandrie. Tous deux ont de grandes ambitions. Juba II était un érudit et un grand savant de l'époque. Il a notamment écrit une œuvre en 2 parties, une sorte de guide sur la Libye et sur l'Arabie. Et il y présentait tout le sud du monde connu, de l'Atlantique à l'Inde, comme un tout. Je pense que Cléopâtre Sélénée a considérablement influencé cette vision qui sous-tend clairement une volonté politique. Alors oui, je suis certain qu'elle imaginait un nouveau monde ptolémaïque, simplement déplacé de quelques milliers de kilomètres vers l'ouest. L'ambition de Cléopâtre Sélénée semble claire. Elle veut restaurer sa dynastie en Maurétanie, et peut-être aussi en Égypte. Elle pensait peut-être pouvoir retrouver le trône d'Égypte, surtout si les Romains s'autodétruisaient. Certes, les Romains avaient conquis l'Égypte, ils contrôlaient sa destinée, mais les provinces et les gouvernements ne sont pas éternels. Le projet de reconquérir l'Égypte est plus que risqué. Rome ne se laissera pas amputer de cette riche province. Pour concrétiser ce rêve, Cléopâtre Sélénée et Juba II doivent d'abord accroître la puissance de la Maurétanie. La clé de leur projet est une ville située dans l'ouest du pays. Volubilis est la 2e ville de Maurétanie. Il semble que Juba et Cléopâtre Sélénée ont choisi ce site pour y bâtir une seconde capitale située dans l'intérieur des terres. C'était peut-être une manière de s'éloigner un peu plus de Rome. La situation géographique de Volubilis leur procure un avantage. Volubilis était probablement un endroit plus sûr et mieux protégé qu'un site côtier. Les Romains n'auraient eu aucun mal à balayer un port. Les souverains bâtissent un palais royal sur l'artère principale de Volubilis. Ils ont aussi de grands projets pour la partie nord de la ville. Ils ont commandité des édifices monumentaux. C'est sous Juba II et Cléopâtre Sélénée qu'on commence à bâtir la parure monumentale de Volubilis. Ensemble, Cléopâtre Sélénée et Juba II font de Volubilis un vaste carrefour commercial. La Maurétanie produisait toutes sortes de choses. Les denrées alimentaires de base, comme les céréales et l'huile, étaient destinées à l'exportation vers Rome. Les régions côtières du pays produisaient aussi du garum, une sauce de poisson très appréciée dans le monde romain. Après l'huile, le vin et les céréales, le garum était sans doute le produit qui circulait le plus à l'époque. Il était fait à base de poissons en décomposition. Le processus dégageait sans doute une odeur pestilentielle. Mais le garum donnait aux aliments cette merveilleuse saveur qu'on appelle aujourd'hui l'umami. Ces produits d'exportation font la richesse du pays. Et Cléopâtre Sélénée ne se prive pas d'exhiber cette prospérité dans sa tenue vestimentaire. On peut imaginer qu'elle portait souvent des vêtements pourpres, car à cette époque, l'étoffe teinte de cette couleur était la plus chère, la plus luxueuse et la plus rare. Donc en toute logique, les rois et les reines en portaient souvent pour se distinguer du commun des mortels, y compris visuellement. Si la reine s'habille de pourpre,
c'est aussi grâce à de petits animaux marins qui prospèrent sur une île minuscule de son royaume. Le port animé d'Essaouira, l'ancienne Mogador, est situé sur la côte atlantique du Maroc. Et l'île de Mogador se trouve juste en face. Ces plages sont jonchées de coquilles épineuses très particulières. Ce sont celles d'un mollusque marin, le murex. Ces coquillages semblent bien modestes, mais il y a 2000 ans, ils servaient à vêtir les empereurs. C'est sur le site de Mogador qu'on récolte le murex. Et c'est de ces animaux qu'on tire la pourpre, un pigment rouge. La pourpre est l'un des produits les plus chers de l'Antiquité. Son coût faramineux s'explique par le fait qu'il faut écraser environ 12 000 coquilles de murex pour obtenir 1,4 g de pourpre. Le procédé exigeait donc beaucoup de travail et le produit était hors de prix. Cette couleur devient le symbole du pouvoir et de la royauté. On utilisait communément la pourpre pour teindre les tuniques des empereurs. Le produit était si onéreux que c'était comme porter de l'or ou de l'argent. La pourpre de Mogador est de très grande qualité. Juba II et Cléopâtre Sélénée font teindre d'immenses quantités d'étoffes. Et la reine ne se contente pas de porter de somptueuses robes de cette couleur. Elle décore les bâtiments publics et les palais de tentures pourpres. L'extraction du pigment génère aussi des revenus très importants. Les souverains créent une industrie prospère qui produit du tissu pour l'exportation vers Rome et le reste du monde. L'industrie de la pourpre a fait la richesse de la Mauritanie. C'est ainsi qu'une région peu sûre et presque sauvage est devenue une véritable puissance économique. Ce qu'on pouvait acheter de plus cher à Rome, c'était un lion d'Afrique ou de la soie teinte de pourpre. Cléopâtre Sélénée a bâti une nouvelle Alexandrie en Mauritanie et a transformé ce royaume en puissance économique. Son projet de refondation d'une dynastie paraît bien lancé. Et ce, d'autant plus qu'elle attend un heureux événement. On a peu d'informations sur la famille de Juba II et Cléopâtre Sélénée, parce que les auteurs romains ne s'intéressaient guère aux enfants ou aux bébés. Ils évoquaient uniquement les adultes. On sait malgré tout qu'aux environs de l'an 10 avant Jésus-Christ, au bout de 15 années de mariage, Cléopâtre Sélénée donne naissance à un enfant. Dans l'Antiquité, l'accouchement est un événement à haut risque. Il n'est pas rare pour une mère de mourir en couche. Et le taux de mortalité atteint parfois une parturiente sur 50. Assise sur une chaise d'accouchement, entourée de matrones et de sages-femmes expérimentées, Cléopâtre Sélénée met au monde un petit garçon en bonne santé. Cléopâtre Sélénée et Juba II ont enfin un héritier pour continuer leur lignée. Et le nom qu'il lui donne démontre son importance. Il l'appelle Ptolémée. Il est très rare qu'un héritier porte un nom issu de sa lignée maternelle. Or, c'est justement ce qui se passe ici. Le nom choisi, Ptolémée, vient de la famille de Cléopâtre Sélénée. Il constitue un lien avec la dynastie ptolémaïque, avec le passé de l'Égypte. Et ce choix a une portée politique. Il montre d'où elle vient et quelles sont ses prétentions. C'est un acte très fort. Ce nom est une déclaration d'intention. 20 ans après la mort de sa mère,
Cléopâtre Sélénée redonne vie au nom prestigieux de Ptolémée. L'enfant est destiné à faire entrer sa dynastie dans une nouvelle ère. Les historiens se méfient toujours des interprétations faites après coup, à l'aune de ce qui s'est passé par la suite et que les acteurs de l'époque ne pouvaient pas savoir. Mais à ce moment-là, on pouvait se dire que Rome n'irait pas plus loin et que l'empire ptolémaïque serait restauré pour devenir la puissance dominante de Méditerranée. En tout cas, c'est certainement ce que pensait Cléopâtre Sélénée. Cléopâtre Sélénée se tient prête à perpétuer l'héritage de sa mère. Mais quelques années plus tard, le destin frappe de nouveau. La lune elle-même, en se levant un soir, s'est obscurcie. Elle a voilé des ténèbres de la nuit sa douleur et son deuil, lorsqu'elle vit la gracieuse Sélénée, du même nom qu'elle, descendre sans vie dans la sombre demeure de Pluton. De même qu'elle avait voulu communiquer l'éclat de sa belle lumière, elle voulut aussi unir ses ténèbres à son trépas. Ce court poème, écrit vers l'an 5 avant Jésus-Christ, commémore une éclipse de lune. Mais c'est aussi un poignant éloge funèbre de la reine de Maurétanie. Cléopâtre Sélénée s'éteint à 35 ans, sans doute de cause naturelle. Mourir pendant une éclipse de lune rend l'événement encore plus dramatique et plus fort. Les gens ont probablement pensé, comme le dit le poème, que la lune pleurait la mort de Cléopâtre Sélénée, comme sa propre famille. Personne ne la pleure autant que Juba. Il décide de bâtir pour Cléopâtre Sélénée un magnifique tombeau. Il s'agirait de cet imposant mausolée en forme de dôme qu'on peut encore voir aujourd'hui à Tipaza, non loin de Césarée. Ce serait aussi la dernière demeure de Juba II. La tombe fait plus de 30 mètres de haut. Elle est entourée de colonnes de style romain. Les ornements du mausolée ont disparu depuis longtemps. Il ne reste que la pierre nue. Le mausolée était recouvert de marbre. Des panneaux de bronze sculptés décrivaient la vie et les exploits des souverains. Dans l'Antiquité, ce devait être un monument exceptionnel. L'apparence de la tombe témoigne du prestige de Cléopâtre Sélénée au moment de sa mort. Au même moment, Auguste construit son mausolée à Rome, et il est très semblable à celui-ci. Donc, en construisant leur mausolée dans ce style, Juba II et Cléopâtre Sélénée se mettent au même niveau qu'Auguste, l'homme le plus puissant du monde romain, et probablement le plus puissant du monde à cette époque. Cléopâtre Sélénée est morte jeune, mais sa brève existence a été bien remplie. En tant que reine de Maurétanie, elle parvient à créer avec son époux Juba II un royaume florissant, un centre des arts et de la connaissance, un phare dans le monde méditerranéen antique. Cléopâtre Sélénée a redonné vie à la dynastie des Ptolémées à plus de 3000 km de l'Égypte. Comment cette grande reine a-t-elle pu tomber dans l'oubli ?
Cléopâtre était une femme extraordinaire. Il n'est pas étonnant que son incroyable destin ait un peu éclipsé la vie de sa fille. C'est dommage, car Cléopâtre Séléné était elle aussi une femme extraordinaire, qui a créé ce royaume quasiment seule avec son époux. C'est un exploit, une réussite hors du commun. Je pense que si Cléopâtre Séléné reste relativement méconnue, c'est parce qu'elle a très bien joué le jeu. Elle a parfaitement bien dirigé son royaume pendant de nombreuses années. Et en général, à l'époque romaine, quand tout se passe bien, on n'en parle pas. Il faut se souvenir d'elle comme d'une grande souveraine, à une époque où peu de femmes affichaient une telle réussite. Pendant des siècles, l'histoire a oublié la fille de Cléopâtre. Une femme d'une détermination à toute épreuve et à la réussite extraordinaire. Séléné fut la dernière des Cléopâtres, une reine digne de ce nom, auréolée de prestige.